L'année suivante, après le stage réglementaire à Toulon, Ségalen rompt les amarres et embarque à bord de l'Aviso Durance dans l'espoir de rencontrer Paul Gauguin aux Marquises. Trop tard, quand le navire accoste, le peintre vient de mourir. Mais Ségalen n'en recueille pas moins de nombreux témoignages qui serviront de base à ses ouvrages consacrés au peintre, dont un ouvrage inachevé qui a bénéficié récemment d'une réédition qui nous avait été présentée à la librairie Antinoé au moment de sa parution, donc réédition du Maître du Jouir dont Marie-Hélène va nous lire quelques extraits. Je n'ai pas connu cet homme, ou du moins sa personne vivante, et je ne prétends pas l'avoir approché jamais. Je ne m'en soucie pas non plus. Mais pour sa personnalité, qui débordait et submergeait largement celle des autres qu'on appelle du mot humain, je la vois si forte et si indestructible qu'il est aisé de la suivre à la trace, et dès lors de ne plus la perdre des yeux. Ou plutôt c'est elle-même qui, par son allure impérieuse et robuste, oblige à marcher, au cortège qu'elle lève à son passage et qu'elle traîne à sa suite. Il semble qu'aspiré dans le tourbillon de sa course, on ne puisse échapper qu'en tombant à plat ventre sur la route, et l'on s'y meurtrit. Ou bien si l'on tente à sauter sur le devers, hors des voies, cela se paie de quelque folie. Par une nécessité confuse et prudente, on refait donc, en compagnie du maître voyageur, toutes les routes qu'il a tenues. Et l'on passe sans gêne et sans récrit par les chemins que lui-même, à grands coups de tête et d'épaule, a menés. Ces chemins et ces routes, si l'on entend par là des itinéraires, et l'acte de ramper suivant les grands cercles du globe, ces chemins furent à peu près universels. Mais si l'on veut dire ainsi, non plus des espaces dans l'espace, des poussées, des trouées dans le monde spectaculaire des couleurs et des formes, ces chemins ne restent pas moins étonnants. Point de sages avenues, sans doute des bons, une ruée libre, indéfoncée. Ça et là sur le parcours, une rue d'empreinte, un stigmate durci, et le tout à si belle hauteur que les petites tailles des cheminots communs ne s'y toiseront jamais. La trouée n'est pas à la stature des hommes, c'est la sente d'un colosse marchand à longue enjambée. Deuxième extrait concernant les préparatifs de la fête. Il ne peut donc s'agir de raconter une telle fête. Il eût fallu posséder les 100 yeux du géant marais, ou bien la hauteur surnaturelle de la face nocturne, de la face de Ina, pour pouvoir tout saisir et tout retenir. Ou bien surtout, il eût fallu être le maître lui-même. Quand on suit ce défilé splendide, on s'étonne que tout ce qui fut si ordonné, si noble et majestueux, ait pu s'ordonner tout d'abord dans sa tête. Car il avait tout réglé, tout prévu, et chacun des protagonistes, chacun des choreuses et des danseurs, des cavaliers, des chantres et des conducteurs, des femmes, des épouses, des filles, sentaient bien qu'en accomplissant leurs gestes réglés, ils ne manifestaient que ses propres désirs. Ce n'est pas le grand soleil, ni l'air enflammé, ni la grande respiration du jour qui fut témoin de cela. La nuit, aux profondeurs soudain démesurées, est combien plus propice au triomphe, à tous les dieux, à tout ce qui n'est pas vulgaire, simple, ouvert à tous. La vie nocturne est déjà à demi divine. La déesse nuit, soudain revivant, reprit ainsi par la volonté du maître sa vraie place dans la précession des phénomènes et le balancer des astres. Merci Marie-Hélène. Ségalen revient à Brest en 1905 pour y épouser Yvonne Hébert,
qui lui donnera 3 enfants. Il a 27 ans et occupe le poste de médecin-major du cuirassé La Bretagne. Ce navire quittant peu la rade, il se lance à corps perdu dans une activité dévorante dont le rythme ne fera que s'accélérer. C'est dans cette frénésie qu'il achève et publie, en 1907, sous le pseudonyme de Max Henley, Les Immémoriaux. Mais Brest reste associé à la contrainte pour Ségalen, qui rêve de partir pour l'Extrême-Orient. Il apprend le chinois et obtient un poste d'élève interprète de la marine en Chine. Après, il s'installe à Pékin en 1909, après une longue expédition aux confins du Tibet. Daniel En ce Avoué. qui concerne Tibet, que Ségalen écrit T-H-I-B-E-T, donc suivant une graphie ancienne, parce qu'il affectionne assez ce genre de procédé, c'était une sorte d'aspiration permanente chez lui, qui adorait la montagne et qui était fasciné par les cimes. Alors voilà un extrait de cette œuvre, et notamment où il est question dans ce qu'il appelle des laisses, sous une forme un peu moyenâgeuse, de la ville de Lhasa, qui le fascinait complètement. Lhasa, Lhasa, terre des esprits, je te vénère. Te fuirais-je, Lhasa? Qui s'en irait à Lhasa? Magique ville qui est là, haut dans son cœur, là dans les neiges, Lhasa, qui est digne de Lhasa. Et c'est le refrain coutumier de ceux qui ne peuvent ni osent. Lhasa, quand irez-vous à Lhasa? De tous les casaniers étreints dans la chambre close et morose. Lhasa, étiez-vous loin de Lhasa? Et dans les bouches tibétaines, et dans le vent, ce refrain même, Lhasa, tout chemin mène à Lhasa. Et cependant, à 30 jours, à 20, à 10 de bonne haleine, Lhasa, tout se gonfle vers Lhasa. Les drapeaux dressent leurs bosquets, chaque pierre éjaculatoire. Lhasa, tes abords sont là-haut, Lhasa. L'odeur de ceux qui s'en reviennent est forte et sainte et méritoire. Lhasa, tes toits sont d'or, ô Lhasa. Et cependant, c'est fini, c'est dit, c'est conclu. Chanter est trop joué, trop loin, trop tard. Lhasa, je n'irai pas à Lhasa. La culture chinoise l'inspire comme jamais. Il entame le Fils du ciel, René Lesse, stèle et équipé. Lorsque le docteur Gérald Mesny meurt en 1911 suite à une épidémie de peste qui ravage la Mandchourie, Ségalen se porte volontaire pour le remplacer. Une fois l'épidémie passée, Ségalen assiste à la chute de l'Empire en 1912 et devient médecin de Yuan Shikai, premier président de la République de Chine. En 1913, il entreprend une nouvelle expédition archéologique et ethnographique, brutalement interrompue l'année suivante par la guerre. Je vais vous lire à présent la stèle non cachée. Cette stèle est importante et traduit cette obsession du nom. Non caché. Le véritable nom n'est pas celui qui dore les portiques, illustre les actes, ni que le peuple mâche de dépit. Le véritable nom n'est point lu dans le palais même, ni au jardin, ni aux grottes, mais demeure caché par les eaux sous la voûte de l'aqueduc où je m'abreuve. Seulement dans la très grande sécheresse, quand l'hiver crépite sans flux, quand les sources, basses à l'extrême, sans coquilles dans leur glace, quand le vide est au cœur du souterrain et dans le souterrain du cœur, où le sang même ne roule plus, sous la voûte alors accessible se peut recueillir le nom. Mais fondent les eaux dures, déborde la vie, vienne le torrent dévastateur plutôt que la connaissance.